que vous avez entendu? Nous sommes déjà à 2000 personnes connectées. Les membres de la CEDEAO ont aussi rencontré le président, l'ex-président, le président déçu de Bazoum. Donc, indirectement, on veut nous dire que Bazoum, c'est le passé. Bazoum, c'est fini. On ne peut plus revenir encore réinstaller, Bazoum. Je vais faire revenir cette partie qui est très importante. L'exercice de la CEDEAO. La délégation de la CEDEAO a aussi rencontré le président déchu Mohamed Bazoum. Cette délégation regroupe en son sein l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, le général Abdussalami Aboubakar, le sultan de Sokoto, Mohamed Sadou Aboubakar, et du président de la commission de la CEDEAO, Alieu Touré. Ok. Je le dis haut et fort que Bazoum, c'est fini. Bazoum, c'est le passé. Aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, le problème qu'il y a entre la France, je le dis parce que ce n'est pas une histoire réellement de la CEDEAO. C'est une histoire de la France qui veut démontrer encore par A plus B qu'elle détient le Niger, qu'elle a la force sur le Niger, qu'elle peut dire, elle peut poser, elle peut donner des instructions à des négros, oui, à des négros, des patrons, des loge-bots au niveau de l'Afrique, qui sont Ouattara et Macky Sall, à exercer et à faire ce que lui, Emmanuel Macron, demande de faire. À la fin, demain, Ouattara et Macky Sall se retrouvent au niveau de Paris, aller discuter du problème du Niger. Pourquoi est-ce qu'il y a une réunion de la CEDEAO qui se passe? Il y a des émissaires de la CEDEAO qui sont envoyés au Niger. Et dans le même temps, Alassane Draman Ouattara et Macky Sall se retrouvent au niveau de la France. Parce que je l'ai dit ouais et fort, toute conversation qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest est captée par le gouvernement malien. Leur technologie d'avance, leur armement, c'est qu'ils sont 100 ans en avance. Donc, Alassane Draman Ouattara, de peur qu'on puisse intercepter ses communications avec Emmanuel Macron, préfère utiliser l'argent du contribuable, préfère utiliser l'avion présidentiel ivoirien qui est supposé pour faire des missions, comment on appelle, sur le volet, des missions qui partent de l'avant, qui participent à l'avancée de la Côte d'Ivoire, utilise l'argent des Ivoiriens pour aller tenir des réunions secrètes en France avec Emmanuel Macron. Comment chercher à déstabiliser encore les différents pays africains. Qu'est-ce qui se passe? On va écouter. Pourquoi est-ce que la France est aussi, je le dis, ne veut pas lâcher? Malgré que l'Union africaine a dit non, on ne veut pas partir à une intervention sur le volet militaire. Malgré le fait que l'ONU a enlevé les sanctions qui ont été mises sur le Niger en disant qu'elle ne trouvait pas ces sanctions humaines, elle les trouvait inhumaines, de vouloir mettre des embargos et même empêcher que les médicaments, les transports, les denrées alimentaires puissent véhiculer, aller au niveau du Niger pour pouvoir aider la population. Mais pourquoi est-ce que la France s'entête? Pourquoi ils ne veulent pas lâcher? Pourquoi ils veulent continuer malgré le fait qu'on leur dit de ne pas attaquer le Niger? Pourquoi est-ce qu'ils veulent forcément aller attaquer le Niger? On va écouter un tout petit peu en résumé le pourquoi, les raisons fondées de ce pourquoi la France de Emmanuel Macron ne veut pas lâcher cette histoire et veut forcément attaquer le Niger. On y va. Moi, je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, d'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir tout simplement pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique. Ils ont peur d'abord que la Russie et la Chine. La Russie et la Chine sont pas des pays africains.
déjà un premier point. On va revenir. Aussi que sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. C'est le premier élément. Le deuxième... Ils ont besoin des matières premières. Ils ont besoin des matières premières. On peut citer le grand arabe ou les guerres du Golfe, auxquelles on subit exactement la même chose que les Américains en Irak, en Afghanistan, sur cette zone. C'est-à-dire que ce sont les forces locales qui essaient de nous expulser, accompagnées par les élites et une partie de la population. La question qui est posée au Niger, à la différence du Mali et Burkina Faso, c'est à quel point la population nigérienne veut nous sortir. Il y a une incertitude à ce point-là. Autant au Mali et au Burkina Faso, on est certain qu'ils veulent nous sortir, autant au Niger, c'est loin d'être certain. Et c'est pour ça qu'une intervention militaire est légitime. Or, comme l'a rappelé Régis, sans le Tchad, sans le Niger, c'est impossible d'intervenir militairement. Alors, même si nous, on envoie nos propres troupes, mais si on envoie nos propres troupes, sans le Tchad, sans quel autre pays? Ils sont en train de citer, au fait, ils sont en train de se dévoiler. On écoute. Au Burkina Faso, on est certain qu'ils veulent nous sortir. Autant au Niger, c'est loin d'être certain. Et c'est pour ça qu'une intervention militaire est légitime. Or, comme l'a rappelé Régis, sans le Tchad, sans le Niger, c'est impossible d'intervenir militairement. Sans le Tchad, sans le Nigeria, c'est impossible d'intervenir militairement. Nous sommes à 2800 personnes connectées. Faites monter le mercure dans les partages. Donc, ils nous disent indirectement que le Tchad là, quand je vous disais que le Tchad là, la base des débits là, débit là, le fils là, il ne peut pas dire qu'il ne peut pas intervenir dans le problème du Niger. Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas. Parce que lui-même qui est assis là, c'est la France qui l'a installé. Il n'a aucun contrôle là du Tchad. Ce que Emmanuel Macron dit là, c'est ce que le fils d'Ébi fait. Ce que la France dit là, c'est ce que le Tchad fait. Mais le problème du Nigeria, c'est que ce que vous ne comprenez pas là, le vieux Tinubu là, c'est un vieux brigand, un ancien gangster de tous les temps. Il a donné le hockey à la France que oui, lui, il peut intervenir militairement au Niger. Je me répète ça. Tinubu a donné l'assurance à la France que si la France a son hockey, que si la France peut quelque part se rassurer que lui, Tinubu, là, on ne va pas l'enlever, il est prêt à aider la France à mener son combat et à reconquérir le Niger. Parce que Tinubu lui-même, il a un lourd passé. Il a un lourd dossier. Il a un problème de drogue où il a été attrapé par l'État de Illinois aux États-Unis ici. Il est un trafiquant de drogue. Ok, dans ça encore, les élections présidentielles, il a menti sur son âge. Il a brigandé les élections, il n'a pas gagné. Celui qui a gagné là, c'est son adversaire. Et quand ils ont fait les récomptes, ils se sont rendus compte que non, que les élections ont été truquées. Donc Tinubu lui-même là, sa place de président de la République du Nigeria, c'est une place qui est enclopée clopant pour lui. Parce que si, comment on appelle, le Parlement, si son adversaire, il commence à faire des sorties, parce que ça arrive là, il commence à parler, ils vont enlever Tinubu. Donc Tinubu lui-même qui est là, il n'est pas encore assis. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il n'est pas encore assis. Il est en bancal là. Le fauteuil là, il a un côté assis, puis il a un côté debout. Il n'est pas confortable. Donc lui aussi, quand le plan du Niger a commencé, il a donné l'assurance à la France que il peut aider la France à reconquérir le Niger. Néanmoins, on va lui donner des fonds. Néanmoins, on va le soutenir. Néanmoins, la France va se rassurer que son adversaire qui a gagné là, il ne peut pas revenir pour dire que non, qu'on remette, on enlève Tinubu, parce que là, Tinubu sera un pion de la France. Ça, c'est au départ. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, ils ne savaient pas que le Parlement, c'est que le Sénat du Nigeria allait voter non pour dire qu'ils ne veulent pas de cette guerre, ils ne veulent pas que le Nigeria participe. Donc lui-même, Tinubu, là, il a eu le jet de la France, il a
a eu plein d'argent venant de la France. Donc, il a fini de bouffer ce jeton. Et aujourd'hui, il ne peut pas aider la France. Il ne peut pas. Quels sont les pays maintenant qui peuvent aider la France dans cette guerre? C'est la Côte d'Ivoire. Plus avec le Sénégal. Avec le Togo. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter 3200. Faites monter le mercure. Si nous, on envoie nos propres troupes, mais si on envoie nos propres troupes, c'est ça a rappelé que le président Bazoum a été élu démocratiquement. Et lui, c'est pas ce que font les putschistes, c'est mobiliser quelques milliers de personnes dans la capitale. C'est absolument pas représentatif de la population nigérienne. Aujourd'hui, on n'a aucun moyen de savoir, au niveau d'un sondage quelconque, si la population du Niger soutient ou non les putschistes. Exactement. La question qui est posée, c'est également, est-ce que le président du Nigeria, parce que c'est un État fédéral, a assez la main sur son pays, notamment parce que, en fait, le Nigeria, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans le Nord, c'est un État fédéral qui est compliqué. Donc, le président qui est élu n'a pas la main sur tout. Donc, est-ce qu'il a assez d'autorité? Il a été élu en mai, je crois. Il a été élu en mai. Est-ce qu'il a assez d'autorité pour convaincre son peuple de partir en guerre contre un pays allié, notamment du fait qu'ils ont déjà des problèmes dans le Nord, notamment avec le terrorisme islamique. L'autre question qui est posée, moi, je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, d'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir tout simplement pour trois raisons précises. Un, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin. Si la France veut être souveraine sur le plan énergétique, elle a besoin du Niger. Elle ne peut pas exister sans le Niger. Elle ne peut pas fonctionner sans le Niger. Elle ne peut pas aller de l'avant sans le Niger. Je le dis haut et fort, haut ha, à qui veut l'entendre, que la France ne pourra rien faire sans l'uranium du Niger. C'est le bottom line qu'il a. C'est ça qui est la vérité. Donc, comment se rassurer? Comment se rassurer? Il faut aller en guerre avec le Niger. Il faut aller absolument en guerre avec le Niger. Parce que c'est la seule manière. C'est la seule voie. C'est que on monte, on descend. La France ne peut pas accepter d'être une puissance mondiale, une des deuxième ou troisième, je ne sais quoi, puissance mondiale, aujourd'hui, qui va se retrouver à zéro. Vous n'avez aucune idée à quel point la France dépend du Niger. Elle est obligée d'aller lutter contre le Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce que la France va aller? Est-ce que la CEDEAO va réellement attaquer le Niger? C'est là qu'est la question. Moi, selon les informations que je détiens, oui, ils veulent réellement attaquer le Niger. Malgré le fait que l'Union africaine a dit non, malgré le fait qu'il y a plusieurs pays qui ont dit non, malgré qu'on a dit d'aller parfois diplomatique, ils ne veulent pas. Ils veulent forcément attaquer le Niger. Ils veulent forcément attaquer le Niger. Et comment est-ce que les choses vont se passer? On va d'abord écouter ce que le président a eu à dire rapidement. Oh là là, je pense que j'ai ça. On m'a écouté. D'abord, je vais venir d'abord sur le premier ministre Shogun Maïga. Il a eu à faire un discours. Vous allez écouter ce qu'il a eu à dire. Et on va revenir sur le président Tiami. J'ai lancé un appel à mon cadet, le président du Sénégal, et à notre doyen, le président de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas être utilisé par une puissance étrangère pour son agenda personnel. Demain, vous ne serez pas là. Demain, quand vous ne serez pas là, parce que tout humain
est appelé à partir, il ne faut pas que ce soit vos traces que l'Afrique va retenir. Il ne le faut pas. Ce n'est pas honorable pour votre peuple. Et d'ailleurs, est-ce que les militaires de ces pays vont venir tuer leurs frères nigériens? Je suis sûr que non. Personne ne veut de cette guerre. Moi, j'étais surpris un peu récemment par une sortie de mon cadet Macky Sall. Vous savez, en 2018-2019, moi je suis beaucoup. Macky Sall a eu une conférence sur la paix au Sénégal, s'est interrogé. Il dit, mais comment au Mali, on est jusqu'à 15 000 hommes armés et le terrorisme continue de s'étendre? Personne n'a pu lui répondre. Cette lucidité est perdue cette année. Quand le Mali a demandé à la MINUSMA de partir, c'est le même que j'ai entendu dire, mais comment les Maliens vont s'en sortir si la MINUSMA n'est plus chez eux? Mais il faut apprendre à être cohérent. Vous savez, quand on dirige les pays, on travaille pour l'histoire. Il faut penser à ce qu'on laisse. Il faut penser à son héritage politique. Les droits vous faites bannir, les gens disent ce qu'ils veulent de lui. Chacun son opinion. Moi, je ne rentre pas dans les débats idéologiques, mais je constate seulement que son grand parti, le RDA, ils l'ont fondé à Oman. Mais plus, vous savez, à la veille de ce qu'on appelle la démocratisation, vous faites bannir à 10 aux Européens, il les a mis en garde qu'ils sont en train d'exploiter l'Afrique, mais qu'un jour viendra. Dans 40 ans, dans 50 ans, on est aujourd'hui peut-être à 50 ans, que les Africains n'accepteront plus ce que les Européens sont en train de faire. C'est le fait qui a dit ça devant des Européens. Au fait, il leur a dit qu'un jour viendra où on discutera non du prix des minerais de fer avec les Africains, mais du prix de l'acier. C'est très important. Dans tous les pays. On va écouter le discours du président Tiani. A agressé le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en complicité avec une puissance qui est étrangère à notre espace communautaire et à notre continent. Ces sanctions sont illégales parce que contraires au principe d'intégration, de solidarité et de libre circulation dans une communauté telle que la CEDEAO. Ce caractère illégal est du reste attesté par la jurisprudence en la matière. Ces sanctions sont surtout inhumaines. Comment comprendre en effet qu'on laisse pourrir aux frontières des produits alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité destinés à des populations dans le besoin? Comment comprendre que l'on impose à des populations des sanctions qui vont jusqu'à les priver de courant électrique en laissant les malades mourir dans les hôpitaux? Ces sanctions ne sont pas pensées dans une optique de recherche de solutions, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier. C'est clair. Comme vous le savez, elles ont été prises sans consultation préalable, ni des autorités de transition, ni des instances régionales, ni des parlements nationaux, ni des populations sœurs des pays de la communauté. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, ceux qui ont pris ces sanctions cruelles et menacent de tuer des milliers de Nigériens espèrent ainsi les diviser et imposer à notre vaillant peuple leur volonté. Ils pensent pouvoir nous contraindre à accepter par la force ce qui est profondément inacceptable, car contraire à nos intérêts vitaux et à nos valeurs cardinales. Ils veulent isoler notre pays à un moment où notre peuple a le plus besoin de la solidarité communautaire pour mieux faire face au terrorisme et à l'insécurité. Ils ne semblent pas mesurer l'ampleur de contre-coup qu'une agression militaire contre le Niger aurait sur toute la région. Ils semblent ignorer que c'est en grande partie grâce au professionnalisme et à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité que le Niger est resté le verrou qui empêche les hordes de terroristes
de déstabiliser l'ensemble de notre région. Heureusement, dans plusieurs pays voisins, comme lointains, membres de la communauté ou non, des leaders visionnaires et des populations solidaires ont exprimé et expriment leur opposition à toute intervention qui ouvre. Nigériens, mes chers compatriotes, il est paradoxal que les réactions excessives entretenues par certains acteurs externes qui tentent d'imposer les médias une image caricaturale du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de son action soient autant en déphasage par rapport aux aspirations du peuple nigérien. La réaction populaire observée dans tout le pays démontre pourtant à suffisance que l'action des forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie répond clairement à l'exaspération de l'écrasante majorité du peuple nigérien qui se sent délivré. Nigériens, mes chers compatriotes, j'affirme ici que notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Je réaffirme aussi il affirme et confirme et certifie que leur ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Leur ambition n'est pas de confisquer le pouvoir, mais de faire quoi? Disponibilité à tout dialogue pour autant qu'ils tiennent compte des orientations voulues par le peuple nigérien, fier et résilient. Toute approche coercitive et ignorant la quête de souveraineté, de sécurité et de bonne gouvernance exprimée clairement par la population revient à ignorer les dynamiques profondes en œuvre dans les pays sahéliens abandonnés à leur propre sort depuis plus de 10 ans par ceux-là même qui, au lieu de les aider à combattre les maux qui les assaillent, veulent aujourd'hui les agresser. À la vérité, la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, aussitôt fermement soutenue par nos vaillantes populations, s'inscrit dans un contexte de rejet des modèles sécuritaires et de mauvaise gouvernance faite d'injustice, de corruption, mise en œuvre par des régimes qui se prétendent démocratiques, mais qui en réalité dévoient et discréditent la démocratie. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie adhère pleinement au principe du libre choix des gouvernements par les peuples. Mais pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants, il faut un système transparent dans lequel les opposants ne sont pas emprisonnés ou exilés, dans lequel une véritable alternance est possible et dans lequel la société civile peut librement s'exprimer et manifester sans être inquiétée. Le soutien massif des populations au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, comme chez nos frères maliens, burkinabés et guinéens, entre autres, traduit non pas le désir d'une gouvernance autocratique, mais un désir de démocratie véritable, porteur de bien-être pour tous. Nous en sommes parfaitement conscients. Nigériens, mes chers compatriotes, en tant que soldats, nous connaissons le prix d'une guerre. En tant que Nigériens et Ouest-Africains, nous trouverions tragique d'aller en guerre contre nos frères d'armes aux côtés desquels nous étions engagés hier pour sécuriser notre région. Nos populations qui sont les mêmes de part et d'autre de nos frontières trouvent aberrant d'être opposées les unes aux autres. En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais, qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promesse. Écoutez très bien. Le président de la transition nigérienne est en train de lancer un ultimatum. Écoutez
attentivement. Écoutez minutieusement ce qu'il est en train de dire. Bien. Si une agression devait être entreprise contre nous, Voilà. elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. Il veut dire directement, on est en train de vous parler. Vous êtes là toujours en train de dire que vous voulez nous attaquer. Mais, soyez-en sûrs que, ne pensez pas que vous allez venir nous attaquer comme ça et puis vous allez partir genre, c'est rien de truc quoi. Quand vous êtes prêts à venir nous attaquer là, rassurez-vous que vous avez vraiment mûri l'idée de vouloir nous attaquer. Parce que nous aussi là, nous sommes prêts et puis on vous attend. Ça chauffe pas. C'est ce qu'il a dit indirectement. On écoute. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens, les dignes fils de Dunama Dibalani, de Idriss Alaouma, de Mohamed Kosso, de Mohamed Nafarko, de Amadou Tanimoun Kourandaga, de Suleiman Tanchintouma, de Kausen Ag Kedda, de Tankasawa Aboregi, de Babari Soba, de Bawa Jean Gorzo, de Akazama Ari Kulumba, de Mali Bero, de Ousmane Tanfodio, de Soni Alibert et de Askia Mohamed, entre autres. Ainsi, fort du soutien de notre grand peuple et avec l'aide de nos frères du Burkina, de la Guinée et du Mali, les forces de défense et de sécurité du Niger ne se déroberont pas. Pour ma part, l'aide du Niger, du Burkina et du, comment on appelle, du Mali. L'aide, pardon, du Burkina, du Mali et de la Guinée. J'ai dit. une fois de plus, je tiens à vous réaffirmer, mes chers compatriotes, que tout comme les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, je suis au service du Niger et de ses seuls intérêts et que je ne trahirai jamais vos espérances, Inch'Allah.